Merci Emmanuel, merci de m'avoir convié à parler devant vous. Je voudrais en effet vous proposer, vous soumettre quelques réflexions, en fait sur deux notions qui reviennent constamment dans le questionnement éthique qui est le nôtre ici, les notions d'autonomie et de responsabilité. Et je commencerai par celle d'autonomie pour construire celle de responsabilité. En fait, je voudrais commencer par essayer de dégager le sens que ces notions ont dans la philosophie des Lumières, à ce moment, fin du XVIIIe siècle, où, je crois, notre modernité occidentale trouve une expression lumineuse et quasiment achevée. Et puis ensuite, j'essayerai de vous en proposer un questionnement, de vous en proposer une critique, peut-être une déconstruction, comme on dit. Et puis à la fin, dans un troisième temps, j'irai chercher chez les Grecs et encore une fois chez Sophocle, et cette fois dans l'histoire d'Édipe, quelques clartés sur ces questions. Prenons donc d'abord la notion d'autonomie. L'étymologie nous indique, vous le savez, que c'est le fait d'être gouverné par des lois qui sont les siennes, d'être gouverné par d'après ses propres lois, de sorte que celui qui est autonome, tout en se conformant à des lois, se gouverne lui-même et n'obéit en fin de compte qu'à lui-même. À quoi s'oppose l'hétéronomie, c'est-à-dire cette situation qui se produit quand on est assujetti à des lois imposées par un autre, quand un autre surmoi fait la loi. Que signifie être placé sous des lois qui sont les siennes? Que dit-on quand on dit « ici, les lois en vigueur sont les miennes ou sont les nôtres ». S'agit-il de lois auxquelles on a donné son assentiment ou s'agit-il plus radicalement de lois dont on est soi-même l'auteur? Dans ce dernier cas, vous le voyez, on a une sorte de forme hyperbolique, de forme radicale de l'autonomie. Être autonome, c'est en somme être à soi-même son propre législateur. C'est par conséquent détenir ou penser détenir le pouvoir de faire et de dire la loi. Vous voyez que le mouvement, le geste que contient ce concept d'autonomie est celui qui, considérant un sujet soumis à des lois, fait revenir à ce sujet la puissance, le droit, le pouvoir de les instituer. Je dirais que ce mouvement, faisant du sujet le législateur, dans cette forme radicale de l'autonomie, lui donne la place du souverain. Étrange mouvement qui fait que le sujet subjectum, celui qui est dessous, celui qui est assujetti, celui qui est soumis, comme on le dit des sujets du prince, par exemple, est devenu le souverain. Il a pris sa place. Étrange mouvement, étrange aventure de la subjectivité qui, partie d'en bas, s'élève jusqu'au fait du pouvoir. Et je crois que, d'une certaine façon, c'est là le rêve de notre modernité, élever, relever le sujet humain jusqu'à ce point où il prend la place du souverain. Et il est vrai, la philosophie des Lumières, puisque c'est à elle que je fais allusion ici, est animée d'abord par cette conviction que seules sont légitimes les lois qu'on se donne à soi-même, aussi bien dans l'ordre politique, la souveraineté nationale par exemple, ou la souveraineté populaire, que dans l'ordre moral, en tout cas chez un philosophe comme Kant, dont je vais dire un mot dans un instant. Et c'est en ce sens qu'elle est en effet une philosophie de l'émancipation par rapport aux tutelles, par rapport aux ingérences, par rapport au despotisme, par rapport à l'aliénation, bref, par rapport à tout ce qui prétend imposer des lois, prétend m'imposer ou nous imposer des lois qui ne sont pas les nôtres. Un mot, la notion d'autonomie a évidemment son sens d'abord dans le politique et elle conserve, je crois, des connotations politiques dans l'ensemble de ses usages. Que dit-on quand on dit les lois qui règnent ici sont les nôtres? Ou que dit-on à l'inverse quand on dit que les lois qui règnent ici nous sont imposées par un autre? Dans la Grèce de l'époque classique, c'est la cité qui est, je crois, la forme politique de l'autonomie et
quelqu'un comme Hérodote, par exemple, oppose à l'empire la forme barbare, la forme asiatique du politique, où le souverain, par la conquête militaire ou par l'exercice despotique du pouvoir, impose sa loi au peuple. Ou encore la cité, lorsqu'elle abandonne son pouvoir à un tyran, perd du même coup son autonomie, et nous aurons l'occasion de revenir sur la tyrannie. Peut-être que dans notre modernité, c'est l'État-nation qui a repris ce flambeau et qui est la forme qui se donne comme la forme politique de l'autonomie face aux empires. Mais la question est beaucoup plus retorse et beaucoup plus compliquée. Que dit-on quand on dit les lois qui règnent ici sont les nôtres? Dit-on que ce sont celles que nous ont léguées nos ancêtres? Dit-on que ce sont celles que nous ont données un dieu ou des dieux? Ou dit-on que ce sont celles que nous ont données un législateur fondateur de ce que nous sommes? Ou dit-on que ce sont les lois qu'au jour le jour nous fabriquons, nous faisons à travers la représentation législative, ce qui est la forme démocratique que nous connaissons aujourd'hui. Mais je suis obligé de laisser le politique et je vais revenir maintenant sur la notion d'autonomie à l'échelle individuelle. En effet, à l'échelle individuelle, l'autonomie est autonome celui qui est supposé capable de se donner ses propres lois dans le registre de la moralité, c'est-à-dire dans les décisions qui lui dictent ce qu'il doit faire. Et oui, je crois que dans la pensée occidentale moderne, il y a une prodigieuse tentative pour élaborer la figure, peut-être la fiction, peut-être le fantasme, peut-être l'utopie d'un individu souverain. L'un des textes les plus lumineux à cet égard est l'article que publie Kant en 1784, sous le titre « Qu'est-ce que les Lumières ?» en réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Je cite le début de cet article. « Les Lumières, Aufklärung, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son propre entendement sans la conduite d'un autre. L'incapacité de se servir de son propre entendement sans la conduite d'un autre. On est soi-même responsable de cet état de tutelle quand la cause tient non pas à une insuffisance de l'entendement, mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s'en servir sans la conduite d'un autre. Aie le courage de te servir de ton propre entendement, voilà la devise des Lumières. Et Kant, dans la suite du texte, fustige la paresse, la lâcheté, qui font que trop souvent, plutôt que de penser par soi-même, nous préférons nous réfugier sous la tutelle des autres. Je cite la suite du texte, qui est très belle. « Si j'ai un livre qui a de l'entendement à ma place, un directeur de conscience qui a de la conscience à ma place, un médecin qui juge à ma place de mon régime alimentaire, etc., je n'ai alors pas moi-même à fournir d'efforts. Il ne m'est pas nécessaire de penser dès lors que je peux payer. Il ne m'est pas nécessaire de penser dès lors que je peux payer. D'autres assumeront bien à ma place cette fastidieuse besogne. » Vous vous en souvenez déjà pour Descartes. Penser, c'était penser par soi-même, c'était partir en quête du vrai, en comptant sur les seules ressources que recèle la subjectivité, le soi, le je, en comptant exclusivement sur cette puissance que le sujet a en propre et que Descartes appelle la raison et qu'il tient pour puissance de vérité. Or, voici qu'avec Kant, au XVIIIe siècle, et la raison humaine est tenue également comme puissance de législation, comme puissance législatrice, comme capable de faire la loi comme source de la loi. Et c'est dans la raison, c'est dans cette puissance que nous avons en propre que se trouve l'origine et le fondement de la loi morale. Vous avez remarqué au passage dans la citation de Kant qu'il distingue le cas où l'incapacité de se servir de son propre entendement tient à une insuffisance de l'entendement et celui où elle tient à une insuffisance de la résolution et du courage. Et c'est seulement dans ce second cas, dit Kant,
que nous sommes proprement responsables de cette tutelle que nous subissons. On est alors comme dans une sorte d'état de servitude volontaire, je dirais, d'hétéronomie consentie, voire désirée. Or, voici. En posant cette distinction, Kant suggère une représentation très classique, très familière des stades, des époques de la vie humaine, du cycle de vie, de l'histoire de vie qui est celle des hommes. L'enfance, l'âge de la minorité à l'époque de la vie où la tutelle parentale est nécessaire et légitime pour des raisons qui tiennent à l'inachèvement du développement de l'entendement. L'autonomie, elle, n'est en droit possible que lorsque l'individu humain est arrivé à maturité. C'est une figure du temps de la vie humaine, de la trajectoire d'une vie, de la courbe d'une vie, dans laquelle l'hétéronomie est inévitable au début et où elle l'est peut-être aussi, nous en parlons depuis 2 jours, à la fin, quand le vieillissement entraîne avec lui une diminution des capacités cognitives, comme nous disons, une diminution qui ferait par conséquent perdre les conditions de son autonomie. C'est ce que nous appelons aujourd'hui dépendance. Et de là, cette figure familière du cycle de vie humaine, l'enfance comme époque de la tutelle, la maturité adulte comme époque, comme moment de l'autonomie, et puis le risque de la perte de l'autonomie quand vient la vieillesse. Mais vous le voyez, et je voudrais insister là-dessus, dans cette figure, le sujet humain comme être de raison ne serait vraiment lui-même pleinement homme qu'à l'âge adulte, dans la plénitude souveraine de sa maturité, quand pour penser, pour juger et pour agir, il n'aurait enfin plus besoin des autres. C'est, je crois, le présupposé que contient cette figure et qui mérite d'être discuté. Souverain, autonome, il est alors délié, affranchi des tutelles. À ce propos, tout de suite une remarque. Il y a, vous le voyez, quelque chose de paradoxal dans cette figure de la vie humaine. L'enfance, la jeunesse, ce sont des moments de socialisation où il faut franchir successivement les étapes de l'apprentissage, où il faut s'approprier une langue, où il faut s'approprier des codes, des cultures, entrer pas à pas dans un monde humain qui est déjà là. Tout se passe alors, si je comprends bien, tout se passe comme si l'accès à l'autonomie avait pour condition une hétéronomie préalable, comme s'il fallait recevoir beaucoup des autres pour pouvoir devenir soi-même. Qu'est-ce alors que l'autonomie? Qu'est-ce alors qu'être autonome? En quel sens peut-on le dire s'il faut d'abord incorporer, comme dit Descartes, les leçons des précepteurs, la science des livres et l'expérience du monde? Faut-il avoir fait ce travail pour pouvoir s'en défaire? Et dès lors, s'en défait-on vraiment? Et finalement, c'est la question que je voudrais poser, faut-il vraiment admettre qu'un sujet ne soit totalement un homme que quand il peut enfin se passer des autres et n'écouter que lui-même, comme le suggère le concept d'autonomie en ce sens? Mais laissons cela pour l'instant et revenons encore une toute petite minute à Kant. Pour ce philosophe, l'exercice de la raison, cette capacité de penser qui nous est propre, qui est notre propre, qui est à la fois le propre du sujet et le propre de l'homme, c'est, dit Kant, ce qui fait de nous des personnes et non plus des choses. Si nous étions seulement, dit Kant, des êtres de nature, si nous étions seulement des choses, nous serions des êtres qui ne sont ce qu'elles sont que comme effet de l'action d'autres choses, comme résultat de causes qui ne sont pas en nous, qui sont hors de nous, comme produit de ce qui est en dehors, comme purement et toujours déterminé par autre chose que nous-mêmes. Et à cela, à ce statut de chose déterminée par autre chose, dit Kant, la raison et la liberté humaine nous arrachent. Elles nous affranchissent de ce statut de chose en nous instituant comme cause possible de ce que nous faisons, de ce que nous sommes. Et c'est ici que le concept de responsabilité et d'autonomie se noue l'un à l'autre, s'imbriquent l'un dans l'autre. L'autonomie de la volonté, ce que la tradition philosophique nomme le libre arbitre, est la condition
de la responsabilité est responsable celui à qui on peut imputer ses actions comme sujet, celui que l'on peut tenir pour l'auteur de ses actes, c'est la définition de ce que c'est que répondre de soi, celui à qui on peut dire « c'est toi qui as fait cela et personne d'autre », comme dit aussi la grammaire, le sujet, c'est celui qui agit. En somme, pour Kant, avec la raison, le sujet humain tient en lui-même à la fois les lois morales de ses actions et en même temps la capacité de s'y conformer, donc de s'affranchir de la causalité naturelle, obéissant aux lois rationnelles, à ce que lui dicte la raison, il n'obéit qu'à lui-même, il est à la fois autonome et responsable. Et du coup, dans la courbe, le chemin de vie que j'évoquais tout à l'heure, cette courbe qui figure le cycle de la vie humaine, l'être humain n'est proprement responsable de ses actes au sens où il ne peut proprement répondre de lui-même qu'à l'âge adulte, quand il est supposé être en pleine possession de cette puissance propre qu'on nomme sa raison, et aux deux autres bouts de la courbe, avec l'enfance et la vieillesse, en tout cas quand celle-ci s'accompagne d'une perte de moyens cognitifs, la tutelle peut être légitime et nécessaire. Un autre doit répondre de moi. Vous le voyez, et c'est à cela que je voulais en venir dans cette première partie, autonomie et responsabilité, dans cette philosophie, naissent ensemble d'une double déliaison. D'une double déliaison, c'est en se libérant des tutelles et en s'affranchissant de la causalité naturelle que l'être humain trouve en lui la ressource de la loi qui lui est propre et devient, ce faisant, l'auteur de ce qu'il fait, prêt à répondre de ce qu'il a fait. Cette double déliaison ouvre sur la souveraineté du sujet. Sujet souverain, sujet pur, et pur en ce sens, dans cette philosophie en tout cas, qu'il serait débarrassé de l'altérité, épuré de ce qui n'est pas lui. Et c'est ce concept d'autonomie et ce concept de responsabilité que j'aimerais maintenant essayer de questionner, de discuter et peut-être de déconstruire. Remarquez d'abord ceci, je l'ai souligné, cette construction repose sur l'idée que le sujet adulte est celui qui, souverain, peut répondre de soi, autonome et en ce sens responsable. Or, on peut déjà proposer une autre définition de l'adulte, au demeurant assez évidente. Peut-être un adulte se définit-il par ceci que dans son développement, il a atteint une puissance d'agir telle qu'il peut répondre d'un autre. Et d'ailleurs, si la maturité est reconnue comme maturité sexuelle, alors celui qu'on dit adulte est d'abord celui qui est en mesure, à son tour, mais comme corps vivant, comme corps qui s'est changé quant à ce qu'il peut, à même de donner naissance à des petits et de veiller à leur croissance, à leur développement, d'assurer leur développement et leur entrée dans le monde des vivants qui précisément ne survivraient sans doute pas sans le soin parental. Or, je crois que ce changement de perspective, ce changement de regard fait que tout change. Tout change quant à la conception de l'autonomie et de la responsabilité. En effet, que fait-on quand on décentre ainsi le regard, quand on pense la responsabilité non pas tant comme ce qui se passe quand on répond de soi, mais d'abord comme ce qui se passe quand on répond d'un autre. Premièrement, l'autre, l'altérité, n'est plus évacuée, comme je le disais tout à l'heure, elle participe de la responsabilité, voire la constitue. Je dirais alors que l'altérité provoque la responsabilité. L'altérité est ce qui provoque la responsabilité. Deuxièmement, on s'invite du même coup à penser le sujet humain non plus comme être de raison, sujet souverain, raison pure, hors nature, mais comme un être vivant parmi les vivants, un corps parmi les corps, donc lui aussi marqué par la finitude et la vulnérabilité du vivant, la finitude et la vulnérabilité de tout vivant, et donc lui aussi lié pour vivre et survivre à d'autres vivants.
Et puis troisièmement, je crois qu'en fait, on fait une troisième chose en changeant ainsi la perspective. Peut-être mettons en avant une conception de la responsabilité que je dirais plus féminine que masculine, c'est-à-dire une figure de la responsabilité portée davantage au souci de ce qui est vulnérable plutôt qu'à la quête ou à la conquête de la souveraineté. Le philosophe Hans Jonas, justement, dont Emmanuel parlait à l'instant, dans son ouvrage Le principe responsabilité, proposait de considérer le soin parental comme le paradigme, le prototype de la responsabilité prise en ce sens. Comment comprendre cela? Je voudrais indiquer trois traits trois traits caractéristiques de ce concept de responsabilité qui est ce qui se produit quand on répond d'un autre. Premièrement, c'est dire que la responsabilité est essentiellement un lien, une relation, ce qui advient entre des êtres. C'est plus précisément un lien qui unit de la puissance à de la vulnérabilité. Une relation qui s'établit quand un être qui peut, qui dispose d'une certaine puissance d'agir, entend et répond à la requête qu'exprime face à lui un être plus vulnérable. Et donc, bien loin de se constituer par déliaison, la responsabilité crée du lien. Plus exactement, elle s'institue, elle se forme dans le lien même qu'elle crée. Deuxièmement, ce qui est en jeu, c'est la perpétuation de l'être vivant, le maintien de ce qui vit dans le monde des vivants, à la faveur précisément des relations qui se nouent entre vivants. Or, considéré comme être vivant, tout être vivant est vulnérable, et au fond, tout être vivant ne dispose de sa vie qu'à titre précaire. Il n'y a alors que des différences de puissance. Il n'y a nulle part la toute-puissance du souverain. Il y a seulement des différences de puissance, ce qu'Amartya Sen appelle des capabilités différentes, qui font que dans telle configuration et à tel moment de ces différences, l'un peut répondre de l'autre. Il y a puissance et vulnérabilité, c'est vrai, mais l'une et l'autre sont toujours relatives. Il y a de la vulnérabilité dans la puissance et de la puissance dans la vulnérabilité. Je crois ceci essentiel, il y a toujours de la puissance dans la vulnérabilité et de la vulnérabilité dans la puissance tant qu'il y a de la vie. Et puis troisièmement, dans cette figure de la responsabilité, il se produit quelque chose d'étrange, un retour de l'hétéronomie, mais d'une curieuse hétéronomie, d'une hétéronomie inversée. Cette fois, ce n'est pas la puissance qui impose sa loi, qui fait la loi au plus faible, mais au contraire, c'est la vulnérabilité qui crée l'obligation. Comme le dit cette belle maxime de l'éthique médicale que vous connaissez, l'homme couché oblige l'homme debout. Et la responsabilité est donc alors une sorte d'état de grâce de la puissance quand elle est assez forte pour se soucier d'autre chose qu'elle-même, quand elle renonce à la domination, à l'empire, à la tyrannie, et quand elle se convertit en souci de l'autre en tenant pour une obligation la requête de ce qui est vulnérable, en reconnaissant la valeur d'une autre vie comme ce qui compte pour elle. Une autre vie, une vie autre, une vie peut-être étrangère. Je crois que le destin d'Édipe, tel qu'il est restitué, raconté dans les trois tragédies que Sophocle lui consacre, Oedipe roi, Oedipe à Colone et Antigone, constitue ou fournit une sorte de gisement de méditation à peu près inépuisable sur la souveraineté et la responsabilité. Prenons d'abord Oedipe roi. Cette pièce, vous le savez, on peut la lire, Freud l'a fait, bien d'autres avant lui, bien d'autres après lui, comme l'histoire de la transgression d'une loi fondamentale, celle qui interdit l'inceste. Et en effet, Oedipe est celui qui, sans le savoir, a tué son père et épousé sa mère.
Mais je crois que la pièce de Sophocle peut être lue aussi, et peut-être plutôt, comme l'histoire d'une chute. C'est l'histoire de la chute du tyran. Une sorte de chute absolue, une ruine, une déchéance qui précipite Édipe des sommets de la souveraineté jusqu'au plus bas de la condition humaine. Plus exactement, la tragédie décrit une trajectoire de vie, une histoire de vie, qui fait passer Édipe de la position du souverain, roi, sauveur de la ville, un peu plus qu'humain, à celle d'errant, à la fin, errant aveugle, exclu, banni de la cité. Ce que les Grecs appellent un suppliant, un peu moins qu'humain. Une trajectoire donc marquée par l'excès, comme si Édipe avait toujours vécu à la lisière, toujours du côté des frontières. La dernière tragédie consacrée à l'histoire d'Édipe, Édipe à Colone, dira comment, au seuil de la mort, Édipe est réintégré dans le monde humain. J'y reviens dans un instant. La pièce que nous avons coutume d'appeler Édipe roi s'appelle en grec Oedipus Tyrannos, Édipe tyran, et c'est ainsi, je crois, qu'il faudrait traduire son titre. Au début de la tragédie, Édipe, donc, est le souverain de Thèbes. Il a jadis sauvé la ville, il l'a libérée des calamités qui s'étaient abattues sur elle, persécutée par le Sphinx, et parce qu'il a déchiffré l'énigme, Édipe le perspicace, Édipe celui qui voit clair dans les choses obscures, Édipe a été choisi pour roi par les Thébains. Il est devenu, je cite, devant la ville comme un rempart contre la mort. Il est devenu celui qui peut, celui qui sait répondre de la survie de la cité. Son pouvoir est ce qui, à la cité, a donné la vie sauve. Et celle-ci, pour prix donc de ses services, lui a donné pour épouse la veuve de Laïos, le roi jadis assassiné, et en même temps la place du souverain. Et voici qu'à nouveau, au début de la pièce, la peste s'est abattue sur la ville, la peste qui rend stériles les femmes, qui décime les troupeaux, la peste qui frappe les vivants d'infécondité et qui rend la survie incertaine parce qu'elle tarit les générations. Et c'est à nouveau la perpétuation de la vie qui est en jeu. L'oracle fait savoir que ce fléau cessera quand l'assassin de Laïos, présent dans la ville, souillure de la ville, sera identifié et puni de mort ou d'exil, chassé, exclu, banni. Et alors Oedipe, souverain, lui dont la ville attend encore une fois son salut, s'engage à faire toute la lumière sur le crime passé, à punir le coupable, et sans le savoir, mais au nom de cette volonté de savoir et de sa puissance à voir et à savoir, il se lance dans une entreprise de dévoilement de la vérité qui est en vérité un chemin qui va le ramener à lui-même, où il va se condamner lui-même, précipiter lui-même sa ruine, sa chute, sa déchéance. Et à mesure que le drame se déroule, en effet, la vérité se découvre et les protagonistes apprennent qu'Édipe est en effet celui qui a tué son père et épousé sa mère, et à la fin, Jocaste se suicide, sa mère et épouse se suicident, et Édipe, lui, se crève les yeux. Ainsi, dans le décours de la tragédie, Édipe se découvre lui-même comme un autre, comme l'autre radical. Et il est en quelque sorte assailli, destitué par l'autre qu'il était. Donc, à un bout de la destinée du héros, au début, tout en haut, il est le souverain, celui qui prétend détenir la puissance de savoir, la puissance de la vérité, et qui dispose en même temps de la puissance de la loi, le tyran, figure hypostasiée de l'autonomie, toute puissance. Et à l'autre bout, tout en bas, il y a celui qui erre, banni de la cité, chassé du monde des hommes, le mendiant, le suppliant, le migrant, le demandeur d'asile, l'homme sans cité, l'homme sans société, l'homme abandonné, l'homme dans la main des autres. Et donc, à un pôle, la toute-puissance, à l'autre, la vulnérabilité extrême, l'abandon. Ce n'est pas tout. Il faut rappeler qu'Édipe a d'abord été un enfant exposé, abandonné, délaissé loin de la ville, dans les montagnes peuplées de bêtes sauvages,
pour déjouer l'oracle, en effet, qui avait prédit qu'il tuerait son père et épouserait sa mère, ceux-ci, Laios et Jocaste, ont décidé de l'abandonner. C'est la première chute d'Édipe, la chute de l'enfant, le premier bannissement pour cet enfant qui était le fils de roi, première chute de la souveraineté vers l'abandon. Et c'est le berger de Thèbes chargé de l'abandonner qui le sauve en le confiant à un berger de Corinthe. C'est que les bergers sont en effet ceux qui prennent soin des vies, ceux qui prennent soin des vivants, qui veillent aux naissances et à la survie des petits. Ils répondent de ce qui vit. À Corinthe, l'enfant est adopté par le roi qui le prend auprès de lui comme son fils. Ascension nouvelle, nouvel accès à la région de la souveraineté, et à nouveau, l'oracle se fait entendre qui annonce qu'il tuera son père et épousera sa mère, et Oedipe fuit Corinthe pour déjouer l'oracle. Il fuit ceux qu'il croit ses parents et repart sur les routes, errant loin des cités. Et c'est là que, sans le savoir, il tue Laios dans une rixe de voyageurs et arrive à Thèbes, déchiffre l'énigme et est choisi pour régner sur la ville. Sur une ville qu'il croit étrangère, mais qui est en vérité la sienne. Et là, il prend à nouveau la place du souverain qu'on lui donne. Donc à chaque fois, d'abandon en souveraineté, de souveraineté en abandon, Oedipe se meut entre le plus qu'humain et le moins qu'humain, sans savoir où il est chez lui et où il est étranger. Telle est la courbe de sa vie. Alors, quelle est, chez Sophocle, la faute d'Oedipe? Ce n'est pas tant d'avoir tué son père et épousé sa mère, puisque les dieux en avaient décidé ainsi. La faute d'Oedipe, dit Sophocle, c'est la tyrannie. C'est d'avoir prétendu, comme l'avaient fait ses parents, s'affranchir des décisions des dieux. C'est d'avoir voulu déjouer les oracles, d'avoir prétendu échapper aux lois divines, aux lois plus qu'humaines. C'est d'avoir pris la place du souverain, d'avoir prétendu à une maîtrise totale de son propre destin, dans une affirmation radicale de sa propre autonomie. Cette faute, les Grecs l'appellent hubris, démesure, présomption. Je cite le chœur d'Oedipe roi, vers 873. La démesure enfante le tyran, l'hubris enfante le tyran. Lorsque la démesure s'est gavée follement, sans souci de l'heure et de son intérêt, et lorsqu'elle est montée au plus haut, sur le fait, la voilà soudain qui s'abîme dans un précipice fatal où dès lors ses pieds brisés se refusent à la servir. Édipe à Colonne raconte la fin de l'histoire d'Édipe, et c'est en même temps la dernière tragédie qu'a écrit Sophocle. Après Oedipe tyran, voici donc Oedipe déchu. Et c'est le moment de l'hospitalité. Le héros errant en haillons, le héros aveugle et suppliant arrive à ce faubourg d'Athènes qui s'appelle Colonne. Antigone, sa fille, sa compagne fidèle, tient la main de son père et, Sophocle y insiste, lui prête son regard. Alors que ses deux fils, eux, l'ont abandonné et chassé de Thèbes pour repartir à la conquête du pouvoir, pour tenter de prendre à leur tour la place du tyran. Et chassé de Thèbes donc, banni de la cité, incapable de se repérer dans l'espace, incapable de marcher seul, errant dans un monde qui est devenu la nuit, Édipe ne voit désormais que par les yeux d'une autre. Il ne marche que guidé par la main d'une autre. Autrement dit, s'il est encore dans le monde des vivants, il le doit à une femme qui répond de lui et finalement à une cité qui le reçoit. Et c'est alors que Édipe prononce ces paroles étranges, c'est une question, je traduis, « Donc, c'est maintenant, au moment où je ne suis plus rien, que je deviens un homme ?» Point d'interrogation. La pièce Édipe à Colonne propose un double éloge, l'éloge de la femme qui tient la main du vieillard et lui prête ses yeux,
et l'éloge de la cité hospitalière qui accorde à l'étranger la dignité d'une sépulture. Éloge de la femme, oui, puisque Sophocle dit que parmi les enfants d'Édipe, ce sont ses filles qui s'avèrent capables de répondre de leur père, alors que ses fils, obsédés par la place du tyran, l'ont répudié et courent maintenant vers leur mort en s'affrontant pour le pouvoir. Il voit par les yeux d'Antigone, peut-être ne voyons-nous jamais que par les yeux des autres, peut-être notre savoir et notre pouvoir ne sont-ils jamais que ceux que d'autres nous ont donnés, une femme, une cité. Et puis, éloge de la cité hospitalière. Édipe, dit la pièce, redeviendra le protecteur d'Athènes, non plus pour avoir sauvé la ville, mais pour avoir reçu d'elle l'hospitalité, parce qu'Athènes, la généreuse, aura accueilli sur sa terre ce damné de la terre, parce qu'Athènes, la bienveillante, lui aura accordé une sépulture et lui aura accordé une cité où mourir dignement. Elle aura, chez elle, fait une place à l'étranger, à l'autre et à l'étranger le plus radical. Étonnant message de Sophocle à la veille de sa mort, message adressé à sa ville Athènes, accueillez l'étranger, vous en serez plus fort. Accordez à la vie de l'étranger la valeur d'une vie, donnez à son cœur la valeur d'un corps qui compte, fût-il celui d'un étranger en haillons, en lui donnant une sépulture, vous en serez plus fort. Pourquoi plus fort ? Parce que pour les Grecs, donner l'hospitalité, c'est sceller une alliance. C'est faire de l'étranger un allié, c'est pour cela que le corps d'Œdipe et la vie d'Œdipe est devenue une vie d'homme ayant de la valeur. L'hospitalité aura redonné une valeur à la vie d'Œdipe, au corps d'Œdipe, alors qu'il pensait n'être plus rien. Et cette valeur, en retour, aura une vertu protectrice pour la cité qu'il a reçue chez elle. La tragédie de Sophocle contient une dénonciation de la prétention de l'homme à prendre la place du souverain et, pour signifier la finitude de la puissance humaine, les Grecs disposent des dieux, des décrets des dieux, des décisions des dieux contre lesquels on ne peut rien. Mais je crois que ce que dit la tragédie, c'est que ces lois divines, dont Antigone sera une autre histoire, ces lois divines, ce sont aussi des lois bien humaines. Elles sont incarnées par Antigone qui tient la main de son père et lui prête son regard. Elles sont incarnées par la cité qui offre à Édipe l'hospitalité d'une sépulture. Et peut-être ces lois sont-elles divines parce qu'avec elles, justement, c'est la vulnérabilité de l'autre qui oblige. Ce que je voulais vous proposer, c'était de penser l'autonomie non plus comme la prérogative d'un sujet pris isolément, d'un sujet délié, affranchi des tutelles, mais comme l'effet du lien, comme ce que produit la relation de responsabilité quand on répond d'un autre, responsabilité dont vous le voyez ici, les formes sont prendre soin et donner l'hospitalité. Le soin que prodiguent les femmes et l'hospitalité qu'accorde la cité, soins et hospitalité qui, je crois, font écho à ce qui nous préoccupe ici. C'est alors dans le lien même, dans le lien lui-même et non plus dans l'arrachement au lien, que se gagne un peu plus d'autonomie. L'autonomie n'est plus la toute-puissance d'un sujet qui tiendrait tout de lui-même, mais seulement ce qui permet de marcher dans le monde à deux ou à plusieurs, sans se perdre dans la nuit. Une autonomie qui n'appartient à personne, en propre, mais qui naît entre, qui naît quand quelqu'un répond. Or, si être responsable, c'est d'abord répondre à un autre, alors, et je crois que c'est ça la leçon d'Œdipe, la condition pour que la puissance se convertisse en responsabilité, c'est qu'elle reconnaisse sa propre finitude, qu'elle renonce à se croire toute puissance, tyrannie, qu'elle contienne le savoir de sa propre vulnérabilité. C'est là ce que je crois Édipe apprend dans sa chute. La responsabilité est une relation entre puissance et vulnérabilité, mais sur fond de vulnérabilité commune, de vulnérabilité partagée et reconnue comme telle. Chacun de vous le sait, aidant, soignant, patient. Il faut d'abord prendre la mesure de sa propre vulnérabilité pour répondre d'un autre.
D'une part, parce que l'empathie est ce par quoi on reconnaît la vulnérabilité de l'autre comme étant aussi la sienne. Et puis, parce qu'on ne peut vraiment prendre soin d'un autre qu'à la condition de connaître les limites de ce qu'on peut, à condition de savoir qu'on ne peut pas tout. Je vous remercie. On a vécu encore un grand moment dans cette université d'été. Les philosophes sont dans la salle et de temps en temps les philosophes défendent la philosophie. On a eu 3 éloges finalement de philosophes. On a eu l'éloge de la résistance avec Fabrice Zil, l'éloge de la lenteur, et c'était une intervention impressionnante aussi d'Éric Fiat, et puis l'éloge de la vulnérabilité et de la responsabilité avec toi. En tous les cas, c'est très impressionnant. Et puis ce qui est impressionnant aussi, c'est la beauté du parcours, hein, puisque ça nous a permis, vous qui êtes soignants, de rencontrer des réalités qui sont votre quotidien, à travers, non pas des mythes, mais à travers des tragédies qui font partie un peu de notre histoire, j'allais dire culturelle, mentale, enfin bref, de ce qui nous est constitutif. Merci de cette plongée. J'espère que ça donnera envie à ceux qui sont encore très récalcitrants à une approche éthique, philosophique ou en sciences humaines. Ça leur donnera envie d'être plus curieux, parce qu'à travers des propos comme ces explications, ce dévoilement, en quelque sorte, cette interprétation de ce qu'est une certaine forme de mythe, d'une certaine façon, mais constitutif de ce que nous sommes, on voit apparaître, j'imagine, pour les uns et les autres, des réalités qui prennent un autre sens, une autre densité. Et j'imagine, si vous l'avez bien écouté, et je pense que vous l'avez fait, vous vous sentirez mieux dans vos baskets quand vous vous retrouverez demain auprès de personnes malades. Alors, vous pourrez demander aux uns aux autres qui ne comprendront pas votre énergie et votre envie de regarder sur le site de l'Espace Éthique la conférence de Roland Cher. Alors j'avais, puisqu'il nous reste quelques minutes, on pourrait laisser chacun en suspens, comme ça, par rapport à tout ce que tu as dit, avec vraiment une beauté de langage qui m'a beaucoup impressionné. La question est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait de ces vulnérabilités qui pénètrent de partout ? C'est-à-dire, on a, je l'évoquais tout à l'heure, des vulnérabilités cumulées. On ne sait plus de quel côté prendre la vulnérabilité, mais quand c'est une vulnérabilité qui nous vulnérabilise, et c'était assez évoqué dans le propos de Michel Malherbe, dans ce qui nous est constitutif, comment on fait face d'une certaine façon ? Je crois que ce que j'essaie de montrer, c'est que l'important n'est pas tant de juger de la vulnérabilité de chacun pris un à un, mais l'important est de penser la relation, de penser le lien et de penser les liens, c'est-à-dire de penser l'environnement, l'ensemble des liens qui peuvent se constituer, dans lesquels on est pris, dans lesquels il serait absurde de croire qu'on a à soi seul la ressource de fabriquer de l'autonomie, de fabriquer un peu plus d'autonomie. Et donc mon message, enfin ce que j'essaie de formuler là, c'est peut-être faut-il considérer le lien, la relation comme première par rapport à l'évaluation du sujet pris individuellement, pris à part. Au fond, la question c'est qu'est-ce qui peut, dans les liens qu'on peut fabriquer, dans les liens qu'on peut créer, dans les liens qu'on peut susciter, dans les liens qui nous sont donnés aussi, qui nous sont donnés par ces cadeaux de la vie qui existent parce qu'un autre est là, parce qu'une cité est hospitalière aussi, parce que je crois que j'ai essayé d'insister là-dessus, compter sur les liens, réfléchir à la question de la qualité de la relation, plutôt que de la force de chacun, ou en tout cas de considérer que la force de chacun est peut-être d'abord, et bien sûr elle existe, mais elle est peut-être d'abord un effet de la qualité du lien. Je pense que ce déplacement d'accent, qui aussi est une acceptation de la vulnérabilité de chacun, et qui est une manière de reconnaître que
nous ne sommes jamais que des corps vivants parmi les corps vivants, nous ne sommes jamais que des vivants parmi les vivants. Alors, il y a une ressource dans le vivant, et c'est pour ça que je ne propose pas de jeter aux orties le concept d'autonomie. Il y a une ressource dans le vivant qui justifie qu'on puisse continuer à utiliser le terme d'autonomie, parce que la caractéristique du vivant, justement, c'est que d'une certaine façon, et Kant n'avait pas vu ça, je crois, il se fabrique lui-même, il se répare lui-même constamment. Peut-être mal, peut-être n'y arrive-t-il plus très bien à un moment donné, peut-être cette capacité d'autopoïèse, comme disent des neuroscientifiques, cette capacité d'autopoïèse fléchit-elle par moments. Mais il reste que tant qu'on est vivant, il y a dans le vivant une puissance de se faire soi-même, de se réparer soi-même, de se reconstruire soi-même, qui ne s'éteint qu'avec la mort. Et compter là-dessus est aussi, je crois, crucial. J'ai une dernière question. On a tous apprécié cette ouverture sur l'actualité à travers les migrants, à travers l'étranger, à travers la notion d'hospitalité, être hospitalier à l'autre, lui reconnaître non seulement une place parmi nous, mais un précieux et un indispensable. C'est-à-dire, il y a un inconditionnel à reconnaître une place parmi nous, y compris aux plus vulnérables, sans quoi, finalement, le vivre ensemble, ce que nous est constitutif, n'existe plus. C'est un petit peu ce que tu expliques à travers ce recours à la tragédie Sophocle. Donc, si on avait à définir cette hospitalité très singulière, par exemple dans un EHPAD, on est dans un établissement qui accueille des personnes dépendantes, qui ne savent plus dire qu'elles sont des personnes, mais qui le sont toujours. Qu'est-ce que c'est être hospitalier? Qu'est-ce que c'est être accueillant? Et qu'est-ce qu'est leur reconnaître une place dans la cité? Voilà une question que je pose. En tous les cas, on va réécouter avec beaucoup d'attention ton propos, puisqu'il nous ouvre à ce type de questionnement, et il enrichit probablement de sens. J'y pensais par rapport aux propos de Michel Malherbe tout à l'heure, qui disait à la fois son doute, une certaine forme de critique extrêmement acerbe par rapport à une réalité, puis derrière tout ça, il y avait en fond sonore une certaine forme d'espérance. Bon, qu'est-ce que ça signifie être hospitalier aujourd'hui pour des personnes qui sont aides-soignants, soignants, médecins, proches de personnes atteintes de maladies qui affectent l'identité et la capacité de dire « je suis ». Je crois qu'il faut repartir de ce qu'il faudrait, mais ça demanderait beaucoup de développement, repartir de ce qu'est habiter. Je crois que l'être vivant a besoin d'habiter. Il a besoin d'habiter, je parlais tout à l'heure du milieu, de l'environnement, et il est vrai que dans le cadre de maladies neurodégénératives, il arrive un moment où habiter chez soi n'est plus possible, il faut aller habiter ailleurs. C'est une épreuve terrible. J'ai une expérience personnelle, puisque ma mère a été victime de cette maladie, et je me suis rendu compte que le jour où on a décidé avec elle de l'installer dans un établissement médicalisé, elle n'avait plus la force d'apprivoiser, elle n'avait plus la force, les capacités d'apprivoiser ce nouveau milieu, ces nouveaux murs, ces nouvelles pièces, ces nouvelles personnes dans lesquelles on lui imposait d'habiter. Et elle me disait, on me change de chambre tous les jours. Ce n'était évidemment pas vrai, mais comme elle ne reconnaissait plus d'un jour sur l'autre la chambre dans laquelle elle était supposée habiter, cela voulait dire qu'elle n'avait plus les moyens d'apprivoiser un habitat nouveau. C'est une épreuve extrêmement difficile. Je crois que cette idée d'hospitalité, cette idée d'habiter, la grosse difficulté à laquelle on est confronté, c'est quand est-ce qu'un milieu, l'hôpital par exemple, est plus habitable, ou quand est-ce que, parce qu'il est en discordance avec les capacités du patient à habiter là, il devient un enfermement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la proposition de donner un habitat adapté devient, qu'on le veuille ou non, je ne sais pas si on a des solutions, mais devient l'enfermement. Je terminerai, et je remercie vraiment de ces lignes de réflexion, mais
Nous, on a souvent entendu parler de la question du déracinement, c'est-à-dire une personne enracinée dans une histoire, dans un lieu, qui est déracinée. Et un des enjeux, à mon avis, pour les soignants, c'est comment réenraciner une personne dans un lieu qui a aussi une histoire, une culture, et qui l'accueille. Et c'est vrai que si on est très concret, quand on accueille, quand on est hospitalier, aussi bien quand on accueille un professionnel qui arrive, un nouveau venu, qu'un résident, qu'une famille, et il y a maintenant de plus en plus cette culture de l'accueil et de l'hospitalité, on est dans un autre type de rapport à l'autre, mais aussi dans l'accueil, il y a l'engagement. C'est nous serons là jusqu'au bout, nous ne vous abandonnerons pas. Donc on revient à la question dans l'accueil et l'hospitalité de la responsabilité. Oui, ici la responsabilité, c'est comment faire en sorte que ce lieu d'hospitalité soit habitable. Et je crois que c'est une question qui n'est pas mince. Un immense merci. On termine notre matinée toujours avec beaucoup de questions qui ont été posées et avec, et j'espère que vous y avez été sensible, moi j'en suis gourmand au point que ça donne envie encore de faire mieux l'année prochaine et on va peut-être rajouter une journée à notre espace éthique. Mais vous voyez, ces approches très différenciées, c'est-à-dire on a l'approche du philosophe, par exemple l'épistémologue, le philosophe qui fait de la philosophie morale, toutes ces approches très contrastées nous montrent qu'on est dans quelque chose de complexe. Mais ce qui est beaucoup plus beau, c'est qu'on a quelque chose à en dire et à en penser. Et très souvent, on renonce a priori, et ça a été évoqué tout à l'heure, on voit l'image délétère de la personne atteinte d'une maladie neurologique dégénérative. Quand on voit toute cette inventivité de la pensée, de l'action au quotidien, on se dit qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans notre communication. Et c'est vrai que solliciter les uns et les autres, comme on le fait dans une université d'été, ça ne doit pas être fait dans un lieu d'exception. Ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on partage, ce que l'on vit dans une université d'été doit trouver également un enracinement sur le terrain. Sachez qu'on est aux côtés de celles et ceux qui, dans le quotidien, assument difficilement une responsabilité. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'essaimer, c'est-à-dire de reprendre tout ce qui se dit, de le prolonger et de se l'approprier.